bonjour à tous. C'est sur ce magnifique air de classique que nous vous accueillons sous le chapiteau de Lire à Limoges au Champ de Juillet. Avec Martial, nous allons être en compagnie de nombreux écrivains pendant près d'une heure. On va vous en faire découvrir quelques-uns parmi les 300 qui sont ici, Martial. Mais oui, Anaïk, et notamment Tania de René, Héloïse d'Ormesson, le président aussi de Lire à Limoges, Dany Laferrière, le spécialiste des tueurs en série. J'en tremble déjà. Stéphane Bourgoin et bien d'autres encore. Popou aussi, Raymond Poulidor. Qui sera là et qui est là presque chaque année. Je vais vous laisser rejoindre votre première invitée, Tatiana de René. Elle est juste là-bas. On se retrouve tout à l'heure, Martial. Ça marche. Tatiana de René avait défrayé la chronique en 2006 puisque son livre Elle s'appelait Sarah avait été notamment adapté au cinéma et vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Aujourd'hui, Tatiana de René sort Sentinelle de la pluie. Tatiana de René, bonjour. Merci de nous accueillir. Donc une famille se réunit. Il pleut sur Paris, la Seine déborde, mais finalement le fleuve c'est plus une toile de fond dans votre roman. C'est aussi une excuse pour parler des sentiments qui débordent, puisque ce qui m'intéresse, c'est les secrets de famille et comment les gens arrivent à se dire ce qu'ils n'arrivent pas à se dire. Voilà, le non-dit. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes, écrivait Henri Calais. Vous voulez secouer vos personnages, oui, que ce soit le père, la mère, le fils, la fille, l'accident du père, l'inondation. Quelque part, ça va les révéler à eux-mêmes, non? Oui, c'est une sorte de résilience, en fait. Ce qui m'intéresse beaucoup quand une famille se retrouve comme ça, c'est quelles sont les mécaniques, les nœuds familiaux et comment cette famille en panne de communication va enfin réussir à se dire qu'elle s'aime. Alors vous la décrivez, la scène, elle est transformée en monstre. La statue du zouave a de l'eau jusqu'à la taille. Finalement, est-ce que c'est pas le fleuve qui oblige vos personnages à sortir de leur lit? Oui, et la pluie, bien sûr, parce que les éléments, la nature a beaucoup d'importance dans mon roman, ainsi qu'un arbre. Il y a un arbre mystérieux, un tilleul, qui est un peu la sentinelle. Lyndon aussi, tilleul, c'est le nom tilleul, et c'est le nom de mon personnage, absolument. Ouais. Alors on le voit, vous êtes beaucoup documenté sur la possibilité d'une grande inondation à Paris. 5 millions de personnes privées d'eau, d'électricité, des problèmes d'évacuation, des vols, des morts. Vous écrivez d'ailleurs, les conséquences seraient 10 fois plus désastreuses qu'en 1910 aujourd'hui. Bien sûr, parce que notre capitale a changé. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de personnes qui vivent à Paris qu'avant. Paris est devenu un peu un gruyère, n'est-ce pas? En 1910, il n'y avait pas tous ces parkings, il n'y avait pas les RER. Tout a été bétonné. Donc maintenant, s'il pleut comme il a plu dans mon livre, ce serait une catastrophe absolue. Toutes ces turpitudes pour dire quoi finalement? Que la vie n'est pas un long fleuve tranquille? Ah, bien dit. Toutes ces turpitudes pour dire qu'il faut prendre le temps de dire qu'on s'aime. Alors il y a peu de dialogue dans votre roman. Votre style est assez indirect et quelque part je trouve que ça souligne cette difficulté justement de communiquer entre les êtres, non? C'était voulu? C'était absolument voulu. Justement, le dialogue, il est plutôt intérieur en fait. Ce qui m'intéresse, c'est comment on choisit ses phrases. Quels mots choisir pour mettre des mots sur ces mots MAUX? On est vraiment dans la tête de tous vos protagonistes? C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère que vous avez ressenti. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et alors donc on le voit jusqu'à la fin, puisque le père dans cette famille, on peut dire quand même que c'est un très très grand arboriste. Oui, l'homme qui murmure à l'oreille des arbres. Donc là vous êtes inspiré aussi de l'actualité avec donc de nombreux personnages qui aujourd'hui sont des grands arboristes et parlent aussi de ces arbres vivants. Mais en fait Peter Wollenben qui a écrit La vie secrète des arbres, je l'ai découvert bizarrement après avoir écrit mon livre, mais mon héros Paul Margard pourrait être exactement lui, l'homme qui se dévoue aux arbres. Alors cet homme, est-ce qu'on peut dire ce qui va lui arriver ou pas? On peut dire qu'il va avoir un gros problème de santé au début du livre et que ça va aussi forcer un dialogue entre père et fils qui était très nécessaire. Alors un dialogue qui commence d'ailleurs avec David Bowie, puisqu'il va à son chevet. Et alors là, je ne vais pas vous demander de chanter Starman ou Heroes peut-être. Je veux bien. Ah bah allez-y. There's a starman waiting in the sky. Moi j'adore David Bowie, donc j'avais envie et besoin de parler de lui. Je suis moitié anglaise après tout. Donc... C'est le premier lien finalement, c'est ce lien, puisqu'il va même ouvrir les yeux. En fait, c'est ce qui va faire réagir Paul, qui n'a plus de voix après cet accident qu'il a eu. Et donc le dialogue va se renouer grâce à David Bowie. Alors Tatiana de René, votre éditrice Héloïse d'Ormesson, vous dites qu'elle vous a sauvé la vie. Rien que ça, pas d'une inondation, j'espère. En fait, elle a publié un livre que personne ne voulait publier. Elle s'appelait Sarah. C'est un roman que j'ai écrit il y a maintenant 15 ans. Et j'ai essuyé peut-être 20 refus pour ce livre. Et Héloïse d'Ormesson a eu l'audace de le publier. Je la remercie parce que personne n'en voulait.
Alors Héloïse Dormesson, justement, on va la retrouver tout Oui. à l'heure avec Anaïs. Comment vous vous sentez ici à lire à Limoges aujourd'hui? Bah, moi j'aime beaucoup regarder toutes mes lecteurs qui sont là. Donc moi je trouve ça merveilleux d'arriver dans un endroit où vous êtes attendus, où les gens aiment bien venir discuter avec vous. C'est très important pour moi ce contact avec mes lecteurs. Eh bien Héloïse, on va vous laisser justement avec ces Tatiana. lecteurs qui sont... pourquoi j'ai Héloïse Vous avez dit Dormesson? Héloïse. Justement, on va retrouver Héloïse Dormesson tout de suite avec Anaïs. Merci. Anaïs, merci. Bah oui, Héloïse Dormesson est revoir. avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je ne vais pas vous demander de chanter, je vous rassure tout de suite. C'est très beau ce qu'elle dit de vous, Tatiana de Ronet. Expliquez-nous justement, quand elle vous amène ce manuscrit, pourquoi vous dites oui? Écoutez, je pense que beaucoup des éditeurs qui ont refusé ce livre ne l'avaient pas lu, l'avaient donné en lecture et se sont fondés sur la foi de ce rapport de lecture, et on leur disait que c'était une histoire de Shoah, que c'était bouleversant, que c'était émouvant. Mais peut-être trop dur ou... Non, mais je pense que... Alors ça, c'était la première étape. Deuxième étape, pourquoi Tatiana de Ronet, qui n'est pas d'origine juive, qui n'a pas de lien direct avec cette tragédie, quelle était sa... Pourquoi est-ce qu'elle Sa adressait légitimité, quoi. sa légitimité? Et en fait, il fallait lire le livre. Ouais. Et le livre, c'est évidemment cette histoire bouleversante, mais c'est aussi l'histoire d'une femme de nos jours qui, justement, n'est pas juive, n'a aucun lien avec la Shoah, Et découvre ce drame. et qui va découvrir ce drame et voir sa vie entièrement bouleversée à cause de ce drame 60 ans plus tard. Alors- et je pense que c'est la grande force de ce livre. Et si vous ne l'avez pas lu, vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas le deviner. Et ça donnait un très beau film Et aussi ça a donné d'ailleurs. un magnifique Et on rappelle film. que ça a fait 11 millions d'exemplaires, hein, ce qui est 11 quand même... spectaculaire, phénoménal, mais ça je Oui. ne l'imagine, enfin ni J'imagine Tatiana bien, ni mais- moi-même, on pensait que, moi j'étais convaincue que le livre rencontrerait le succès, Oui. mais pas dans ces proportions-là. C'était inimaginable. C'était un rêve et un miracle pour elle comme pour nous. Enfin, ça a transformé sa vie et la vie de la maison d'édition. Alors, cette maison d'édition, vous l'avez fondée en 2004, les Oui. éditions Héloïse Dormesson. Absolument. On va parler de votre papa, évidemment. Comment il a pris la nouvelle au début, quand vous lui avez dit, voilà, je lance mes éditions Héloïse Dormesson, papa? Alors, il a prononcé ce mot qui était son mot fétiche, épatant. C'était épatant. Oui, épatant. Mais il était très impressionné parce que pour lui, ça lui paraissait vraiment se lancer très audacieux parce que des responsabilités, de l'administratif, une entreprise. Il a trouvé que vous ça- aviez du courage alors. du courage et il préférait ça pour moi que pour lui, vraiment. Alors, depuis son décès, vous dites que pas une journée quasiment se passe sans qu'il y ait un hommage ou quelque chose qui lui soit rendu. Hier soir, il y a eu un hommage vendredi soir sous le chapiteau de Lire à Limoges. C'était émouvant? C'était très émouvant, c'était très beau, c'était magique. Ce qui est aussi vrai, c'est que depuis sa disparition, je pense qu'à homme exceptionnel, deuil exceptionnel et après exceptionnel, parce qu'il est éternellement présent. Présent à travers ses livres, parce qu'évidemment, tous ses lecteurs peuvent le retrouver sa voix, retrouver son sourire, son œil pétillant entre les lignes de chacun de ses livres. Et encore dans les cœurs, enfin, l'empreinte est impressionnante. Et hier, il y avait la magie Jean Dormesson qui fonctionnait encore. Ses amis étaient là, on en parlait avec... ils étaient brillants, ils étaient généreux, il était parmi nous. Il était parmi nous. Hélène Caradan, je ne remercierai jamais assez le maire, la ville de Limoges d'avoir... Ils apprécieront, je suis sûre. Voilà. Et Hélène Carrère-d'Encausse, Dany Laferrière et Jean-Christophe Ruffin qui ont été absolument merveilleux. Alors vous allez aussi prolonger cette vie par un prix Jean Dormesson, si j'ai bien compris. Alors il va être attribué à quel type d'auteur et selon quels critères surtout? Alors, justement, des valeurs qui lui étaient chères, c'est ça? Des valeurs qui lui étaient chères. Surtout, on a essayé de faire au départ, on s'est dit qu'on trouverait un livre qui lui ressemblerait. Puis on s'est rapidement rendu compte que c'était quand même une mission un peu impossible. Le mouton à 5 pattes. Mais on s'est également dit, la grande affaire de la vie de mon père, c'était les livres. Il aimait partager ses coups de cœur, ses découvertes, ses étonnements, ses émerveillements. C'était vraiment quelqu'un qui aimait l'exercice d'admiration et qui, quand il avait des maîtres ou quand il avait vraiment des lectures qui l'avaient enchanté, il aimait les faire partager. Donc en fait, on va couronner un livre qui sera un de nos coups de cœur
probablement plutôt un classique oublié. Et Donc là, peut-être un auteur décédé, par exemple. ça sera vraisemblablement un auteur décédé, parce que là, on est en train d'établir la dernière liste de 5 titres, et je crois qu'il n'y aura plus qu'un seul auteur vivant sur les 5 titres. Et en un mot, on le saura quand, ce prix? Il sera décerné le 6 juin au Centre national du livre à Paris, rue de Verneuil. Merci beaucoup, Héloïse Dormesson, d'être passée sur le plateau de France 3 à Limousin. On va tout de suite retrouver Martial qui est dans les allées. On va peut-être continuer à parler de Jean Dormesson avec vous, Martial. Mais oui, tout à fait. Jean Dormesson, qui bien évidemment était un familier des salons du livre. Et on a ici, madame, vous êtes une lectrice et vous aimiez Jean Dormesson? Oui, j'aime beaucoup Jean Dormesson, d'abord par son élégance, ses yeux bleus, et puis la joie de vivre. Donc même si on était un petit peu triste, dès qu'il apparaissait à l'écran, c'était un plaisir. Avec une vivacité intellectuelle très grande, hein, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, voilà. Donc moi, quand j'ai appris son décès, ça m'a rendu triste et il me manque. Mais heureusement que j'ai ses livres, donc sa lecture, quand je suis un petit peu triste, ça me nourrit. Ça vous nourrit. Merci beaucoup, madame. Et replongez-vous dans les œuvres de Jean Dormesson. On se dirige vers, à la rencontre d'un homme qui, après le meurtre de sa compagne, est devenu un des plus grands spécialistes des tueurs en série. Stéphane Bourgoin, bonjour. Merci de nous accueillir. Donc, depuis de nombreuses années, vous disséquez le comportement des serial killers. Votre dernier ouvrage, L'homme qui rêvait d'être Dexter, inspiré de la série qui elle-même s'est inspirée d'un fait réel. C'est inspiré d'un vrai flic à Miami, tueur en série de méchants, et qui les assassinait avec un rituel particulier. Manny Pardo, c'est ça? Oui, ouais. Qui inspire Dexter directement, puisque dans la 3e saison, on a un complice de Dexter qui s'appelle Miguel Prado Jr. Incroyable. Et à son tour, Dexter Morgan inspire un réalisateur de Star Wars qui a tourné un thriller autour d'un tueur à la Dexter qui tue et dépèce ses victimes dans un garage, et ce réalisateur va tuer ses propres victimes dans ce même garage 15 jours après le tournage. On appelle ça un copycat en fait. Alors des tueurs en série, vous en avez rencontré des dizaines ces dernières décennies. La réalité, 77 tueurs en série. Alors on est souvent loin du tueur, de la fiction, de Hannibal Lecter. Hein. Ah oui, on est rarement confronté à des gens aussi manipulateurs, aussi sophistiqués, conservateurs d'un musée à Florence, mais ils ont malgré tout un masque de normalité absolue. Alors est-ce qu'il existe tout de même un serial killer qui vous a marqué, un peu un type hors norme, hyper intelligent, voilà, le mal incarné? Le tueur qui m'a déjà le plus impressionné, c'est un serial killer qui a tenté de m'assassiner dans la prison de Sing Sing. Sinon, il y a Gérard Schaeffer qui était shérif adjoint au moment où il a commis 34 meurtres. Un peu un profil similaire à celui qu'on vient d'arrêter aux États-Unis, James DeAngelo, qui était policier et tueur en série et qu'on a arrêté 40 ans après les faits. Et votre savoir, et bien sûr les serial killers, vous le partagez notamment donc en enseignant. Vous avez enseigné au Centre national de formation de police judiciaire, chez les gendarmes aussi. Chez les gendarmes, auprès de l'école de l'administration pénitentiaire. Et là, prochainement, j'anime toute une session aussi de l'école de la magistrature le 13 juin. Alors pour paraphraser Nietzsche, quand tu regardes l'abîme aussi regarde en toi. Hein, vous n'avez pas peur de devenir à votre tour serial killer? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous fascine en fait? Je pense que le fait d'être confronté à ce genre de personnalité vous fait aimer d'autant plus les petits plaisirs de l'existence. Ah oui, donc il y a toujours cette fascination qui opère, ou est-ce qu'il y a une forme de lassitude? Non, moi je ne suis jamais fasciné par ce genre d'individu. Par contre, je suis passionné par ce que je fais et mes études, mes recherches intéressent aussi des forces de l'ordre dans le monde entier, puisque je travaille avec le FBI, le Scotland Yard, la police sud-africaine, etc. Vous êtes devenu vraiment une référence, justement. Merci beaucoup Stéphane Bourgoin pour votre présence ici à Lire à Limoges. On vous retrouve tout de suite, Anaïque de Mars, avec le président de Lire à Limoges, Dany Laferrière.
Il est né en Haïti, il vit aujourd'hui à Montréal, il est membre de l'Académie française, auteur de nombreux romans parmi lesquels Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ou Comment conquérir l'Amérique en une nuit. Dany Laferrière est avec nous. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors votre dernier livre, que je vais montrer tout de suite à la caméra de Franck Chaudemanche, s'appelle Autoportrait de Paris avec chat. C'est un des plus surprenants de ce salon, je pense. Il est entièrement manuscrit et dessiné. D'où vous est venue cette idée? Oh, cette idée est très simple, elle remonte à l'enfance. Les enfants font tout ça. On n'a qu'à les amener chez le médecin, ils s'assoient, se couchent sur le plancher, ils écrivent, ils dessinent et pour passer le temps. Donc vous avez retrouvé l'enfance de l'art, c'est ça? Oui. Alors vous dites, peu de gens dessinant aussi mal que moi ont osé faire un livre comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de gens n'osent pas vivre d'ailleurs, parce qu'ils croient qu'il faut un grand talent pour vivre. Mais non, il faut plonger dans cette vie, dans ce réel qui accepte tout le monde. C'est un espace où toutes sortes d'appétits, d'ambitions, d'émotions, où de sensations se croisent. Il faut espérer. Alors c'est une grande déclaration d'amour à Paris. On y croise Prévert, Sartre, Chanel, même Doc Gynéco. C'est un livre de lecteurs et d'admirateurs, je dirais. Vous, le livre qui a changé votre vie, ce serait quoi? Ah, je ne sais pas. Vous savez, c'est les écrivains qui changent ma vie. Je dirais l'écrivain qui a changé ma vie, oui. Enfin, Borges. Enfin, je suis toujours contre ces questions-là. Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse changer une vie. Je crois que c'est une montagne de petits détails insignifiants qui changent la vie et non un événement important. Mais l'écrivain que j'admire le plus, oui, c'est l'écrivain aveugle de Buenos Aires. Jorge Luis Borges. Borges. Alors, il y a aussi une image que je vais montrer à la caméra qui est ici. Paris dans ma baignoire rose. Vous avez un truc avec les baignoires, Dany Laferrière, non? Les baignoires roses, c'est simplement la première baignoire que j'ai eue en arrivant à Montréal. C'était dans un petit meublé et qui coûtait pas cher, mais il y avait une immense baignoire rose. Et depuis lors, je vois le monde dans cette couleur. J'ai tellement aimé cette baignoire qu'on m'a demandé de choisir entre l'océan Pacifique et ma baignoire. J'ai pris la baignoire. Vous y passez beaucoup de temps, paraît-il. Pour lire, pour me baigner parfois. Mais pour lire, c'est très important. Il faut il faut une technique. Et j'ouvre l'eau chaude avec mes pieds. Et j'ai 4 serviettes. Il faut s'essuyer la main souvent, sinon le livre va gondoler. Et il faut surtout une serviette pour si une jeune fille frappe à la porte pour qu'on ouvre décemment. Vous êtes passé maître donc dans l'art de lire dans votre baignoire. Alors, et d'utiliser les serviettes. Vous êtes aussi académicien français, je le disais tout à l'heure. Pour les gens qui nous regardent, expliquez-nous quel est le rôle d'un académicien français. Qu'est-ce qu'on fait quand on est membre de l'Académie française? Mais d'abord, il faut se procurer des Converse rouges si possible. Très joli. Mais c'est le dictionnaire depuis l'origine, depuis 450 ans. On avait promis une grammaire et un dictionnaire. Bon, la charge étant trop lourde, on a laissé tomber la grammaire. Ou peut-être qu'on a mieux fait, on a intégré la grammaire à l'intérieur du dictionnaire. Et ce n'est pas une grammaire traditionnelle, mais dans les exemples qu'on donne, on essaie de varier le plus possible les exemples pour permettre à toutes les formes de se représenter. Et quand on fait une définition de mots. Et puis aussi, c'est un dictionnaire aussi littéraire. Vous savez, et ce qu'on fait, c'est que s'il y a un mot qui est moribond, qui va partir, qui va sortir du dictionnaire avec le temps, puisque l'usage ne l'a pas signalé assez, eh bien, on ne peut plus l'enlever si quelqu'un dit que Rabelais l'avait écrit ou Valérie l'a cité. Et c'est pour permettre à ce que, pour retarder, disons, la lecture de cet écrivain-là, pour qu'on ne puisse pas dire il faut le traduire en français moderne parce qu'il y a trop de mots qu'on ne connaît pas. Alors nous, on essaie de ralentir cette entrée dans la traduction en français moderne en gardant le plus grand nombre possible de mots. En un mot, tous ces débats sur l'écriture inclusive, la féminisation, tout ça, vous y êtes favorable, vous? À quoi? C'est quoi cette question? À quoi je suis favorable? À l'écriture inclusive, par exemple, ce point. Non, je ne suis pas favorable non, à l'écriture inclusive. Moi, c'est pour une raison. Vous savez, chacun sa sensibilité. Et comme je viens d'ailleurs, donc je crois que le français doit être appris par tout le monde.
Et l'anglais se simplifie et est en train de conquérir la planète. Si le français se complexifie et on laisse un boulevard à l'anglais, on lui donne plus de place encore parce que les étrangers qui veulent apprendre la langue, déjà c'est une langue où il y a le futur antérieur, le passé composé deuxième forme. Si on ajoute des difficultés aussi. On voit que vous êtes un grand défenseur de la langue française et de la francophonie. Merci beaucoup, Dany Laferrière, d'être passé nous voir. Je vais vous laisser repartir vers vos lecteurs, vers vos conférences. Et tout de suite, nous allons retrouver Martial Codesboisse qui est quelque part dans les allées. Et oui, Anaïk, dans les allées où il y a de plus en plus de monde, hein, des dizaines de milliers de personnes sont attendues ce week-end à Lire à Limoges. Et là, eh bien, on se dirige tout doucement vers le stand de quelqu'un qui fut le président de la Foire du Livre de Brive, un des grands auteurs français habitués donc, de Lire à Limoges depuis des lustres, Jean Telet, qui compte des lecteurs. Madame Jean Telet. Mais Jean Telet, je ne le connais pas forcément, mais j'ai entendu une émission à la télévision et j'ai un livre qui m'intéresserait beaucoup. Ce livre sur les gens qui dansent à Strasbourg, ça m'interpelle. Alors j'en voudrais savoir un peu plus. Entrez dans la danse. Vous voulez nous faire un petit pas de gigue ou de bourré là, non? Non. Bon, ben on va aller voir Jean Telet. Donc Jean Telet, on va se frayer un passage parce qu'il y a énormément de lecteurs, de lectrices d'ailleurs, beaucoup. Hein. Ah oui, hein, vous avez, apparemment. Et on va essayer de déranger. Excusez-moi, madame. Pardon, madame. Hop, et on va voir Jean Telet. Bonjour Jean, comment ça va? Comme un vieux qui attend plus rien de la vie, vous savez, on arrive à des âges, on n'attend plus que ça s'arrête, sans faire souffrir, et puis voilà. Là, vous mentez, c'est mensonge, comme dirait ma fille. 1518, Strasbourg, 2000 personnes, la ville en compte à peu près 16 000 à ce moment-là. Ils se mettent à danser comme une nuit pendant 2 mois sans plus s'arrêter. Ouais. Bon, là, vous dévoilez un pan d'histoire, encore une fois, méconnu. Mais oui, c'est une histoire qui devrait être ultra célèbre en France et qui ne l'est pas parce que ça a été la honte du clergé de l'époque et que le catholicisme a tout fait pour étouffer cette histoire et qu'on ne la connaisse pas. Mais voilà. Et pourquoi diable cette folle sarabande? Est-ce qu'on en connaît la raison? Parce que tout d'un coup on voit votre héroïne au début, eh bien, elle se met à taper comme ça du pied, à se déhancher légèrement, puis hop, elle est partie et elle entraîne tout le monde. Mais pourquoi ça s'est passé? Les gens étaient dans un tel malheur de famine, ils en étaient soit à balancer leur enfant à la rivière quand les femmes avaient fini d'allaiter parce qu'elles savaient qu'elles ne pourraient pas le nourrir, ou bien dans des familles, ils en étaient à manger leurs enfants, tellement ils étaient dans un état de faim incroyable, qu'au bout d'un moment, les cerveaux ont claqué et il n'y a plus que le corps qui s'est mis à remuer, ils sont mis à danser. Et pendant des semaines, les pieds en sang, à plus pouvoir s'arrêter. Dont certains même sont morts. Alors même le maire, incroyable, poussé par l'avis des médecins, va même encourager ses administrés à danser en embauchant des musiciens. C'est incroyable. Oui, parce que les médecins disaient on ne connaît pas cette maladie, on n'a jamais vu ça sur Terre. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une fièvre. Et la fièvre, pour qu'elle parte, il faut transpirer. Donc il ne faut pas les empêcher de danser, il faut les faire danser encore plus. Et du coup, les gens se sont mis à danser encore plus et à crever. Il y en avait une trentaine, quarantaine par jour qui mouraient de crise cardiaque. Et ça a été une dinguerie. C'est un phénomène qui n'est arrivé qu'une fois sur Terre. C'est jamais arrivé avant 1518. C'est plus jamais arrivé depuis. C'est un phénomène unique. Alors vous entretenez avec vos lecteurs un rapport vraiment privilégié et parfois il vous inspire, que ça soit pour entrer dans la danse déjà. Oui, parce que c'est quelqu'un qui connaissait mes livres, qui m'a parlé de cette affaire, de cette histoire. Et c'est comme ça que c'est venu. Je me souviens aussi, il y a quelques années, j'étais venu vous voir là et vous me parliez même de Fleur de tonnerre, qui est un de vos précédents livres. Et là aussi, je crois que c'était un lecteur ou une lectrice en Bretagne, non? Oui, j'étais au Salon du Livre de Saint-Malo et une dame s'amène en me disant « Je suis venu vous voir pour vous apporter un gâteau ». Et je fais « Oh, merci », je prends le gâteau. Et elle me dit « C'est un gâteau qui est fait très exactement d'après la recette de la plus grande empoisonneuse bretonne. » Je fais « Ah bon ?» Hélène Jagado, la première. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Hélène Jagado, la plus grande céréale killeuse du monde.
Et ça a donné un roman qui s'appelle Fleur de tonnerre. Ouais. Et vous êtes plutôt bien remis de votre empoisonnement, Jean Telet. Alors, François Villon, Verlaine, Rimbaud, Charlie Nine, Héloïse Abélard, Héloïse Houille. Hein, ouais. Vous allez nous croquer d'autres personnages historiques croustillants dans un futur proche ou vous restez sur le fait divers historique? Non, le prochain, normalement, ça sera un livre de fiction et moderne et même un peu futuriste. Allez, dites-nous en plus. Ah, sûrement pas. Oh bah alors. Pour qu'il y ait un autre écrivain qui écrive le livre à ma place, et puis quoi encore? Pourquoi pas ma femme pendant que vous y êtes? Bah, je ne sais pas. Écoutez, on va juger sur pièce. Merci beaucoup. Merci à vous. Anaïk, on vous retrouve. Je crois que vous êtes toujours sous chapiteau, Anaïk. Et oui, Marcel, je suis en compagnie de Bernadette du Palais-sur-Vienne. Bonjour. Alors, vous avez acheté quoi comme livre? Alors, je vous montre. Allez-y. J'ai acheté le dernier Christian Signol. Vous êtes fan? Je suis fan. Vous les avez tous lus? Tous. Qu'est-ce qui vous plaît dans son écriture? C'est le terroir, en fait. Voilà, la vie de chez nous. C'est surtout ça. Merci beaucoup Bernadette, bonne foire du livre. Christian Signol, il est pas très loin d'ici. Derrière là-bas, il y a évidemment beaucoup de lecteurs qui vont à son stand. Vous voyez, on va rejoindre le plateau et on va rejoindre notre prochaine invitée, Diane Ducré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On parlait d'histoire avec Jean Telet. Vous êtes historienne, journaliste. Vous avez connu un gros succès avec Les Femmes de dictateurs. Vous avez tout pour vous. Quand on vous voit, on se dit, cette fille est brillante, elle est drôle, elle est belle. Et quand on lit votre livre, qui est là, la meilleure façon de marcher, celle du flamant rose, on voit qu'on se trompe de bout en bout. Hein. Oui, alors vous voyez que finalement, il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on voit ou même ce que l'on lit des gens. Tout à fait. C'est vrai que ce livre raconte l'histoire d'Énaïde, mon double littéraire, oui, puisque c'est Diane en écriture en miroir. Ouais. Et c'est l'histoire de cette jeune femme séparée de ses parents, qui doit quitter son pays, sa famille, dont la mère est un peu danseuse de nuit, on va dire, à qui on retire sa fille après qu'elle l'ait enlevée. Et elle va être victime d'un accident. C'est une fille surdouée, mais à laquelle il va arriver que des catastrophes. Alors vous dites c'est la loi de Murphy, puissance 10 quoi en gros. Hein. Oui, alors en fait c'est un livre que j'ai voulu en comédie, même s'il parle d'une chose, c'est la quête de l'amour lorsqu'on n'a pas été aimé. Oui. Comment s'aimer soi-même lorsqu'on ne l'a pas été, et comment cette jeune femme Énaïde, à qui il arrive vraiment toutes les pires crasses de violence. Oui, il y a un pervers narcissique, il y a un accident qui fait qu'elle est handicapée de la cheville. Le handicap, la violence, mais surtout c'est le manque de la mère. Et comment pallier le manque de la mère, et est-ce qu'on peut retrouver ses parents un jour, et si on les retrouve un jour, est-ce que c'est trop tard pour qu'ils nous disent les mots qu'on avait espérés? Mais c'est vrai que c'est quand même la catastrophe, et donc il y a la loi de Murphy, c'est la loi d'Énaïde, vous savez, la loi de Murphy, oui, c'est la tartine qui se retourne du mauvais côté. Bon là, elle se retourne côté confiture, mais quand vous êtes habillé en blanc, elle finit sa course sur vos chaussures neuves, une abeille par le sucre attiré vous pique, vous faites une réaction allergique, l'ambulance qui vous amène à l'hôpital a un accident. Elle est percutée par une voiture conduite par votre ex, et sur le siège passager, sa nouvelle compagne, plus jeune que vous, magnifique. Et sympa. Et un sympa en plus. Non. Voilà, ça c'est la vraie loi d'Énaïde, c'est-à-dire quand ça va mal, ça ira encore plus mal. Quoi. Et donc ça c'est quand même un peu votre histoire, même beaucoup votre histoire. Ouais. Vous dites vous en avez marre de ces discours de oui, il faut s'aimer soi-même, c'est pour ça que tu tombes sur des lâches ou des salauds, oui. La résilience, tout ça, ça vous saoule un peu quoi. Ben oui, parce que je trouve que c'est quelque chose de très normatif qui nous fait souffrir, et surtout nous les femmes. Et culpabiliser. Et culpabiliser énormément. Évidemment que la résilience c'est très important, d'ailleurs ce livre parle quelque part de comment guérir de ces mots. Oui. Ça parle de ce qu'on pourrait appeler résilience. Mais on en a fait quelque chose de normatif, d'obligatoire. Tu t'es fait larguer, un divorce, l'échec d'une famille ou le deuil d'un parent, alors hop, il faut être résilient, il faut être heureux, il faut s'aimer. Si tu ne trouves personne, c'est parce que tu ne t'aimes pas d'abord toi-même. Mais je trouve que je connais, c'est terrible. Et sur toutes les générations, de ma petite sœur qui a 17 ans jusqu'à des amis de 55 ans, mais c'est à chaque fois toute la même chose de se dire mais non, c'est pas possible. Alors on voit que vous vous en sortez dans ce livre, c'est ça qui est formidable. On devrait pleurer mais on rit beaucoup. Cette ténacité-là, elle vient d'où? Elle vient du Pays Basque, là où vous avez grandi peut-être? Là où j'ai été adoptée, c'est vrai. Je pense qu'elle vient de plusieurs choses. De mon père adoptif, qui était en réalité mon grand-père, qui était un résistant du nord de la France, lui. Qui m'a raconté toujours les manières, sa ferme ayant été réquisitionnée en commandant de Tours. Il me racontait toujours comment il s'en sortait. Il s'était même sauvé d'un peloton d'exécution et d'un camp de travail.
Et je crois que cette force-là, avec la force naturelle du Pays Basque aussi, et force de caractère là-bas. Oui. Ouais. J'ai une dernière question. Est-ce que vous lisez de la BD, Diane Ducré? J'aime beaucoup. Oui, Ouais. parce que le prochain invité de Martial Codéboisse, il s'appelle Timothée Le Boucher, il est juste à côté, juste derrière vous, et on va retrouver Martial qui est avec lui. Mais Merci je beaucoup. le connais pas encore, découverte. Oui. Coucou Anaïk, oui, on est juste derrière vous, donc avec Timothée Le Boucher, qui a sorti déjà l'an dernier une bande dessinée très remarquée, Ces jours qui disparaissent, et qui a eu beaucoup de prix avec de nombreux lecteurs qui aiment cette bande dessinée, dont vous, monsieur. Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert Timothée sur cette troisième bande dessinée. C'est vrai que c'est une BD qui sort un petit peu des sentiers battus, avec une ligne bien sûr assez claire pour les puristes, qui va sortir un petit peu des sentiers battus de par son scénario. Parce que voilà, cette BD vous impose un choix de vie. C'est à vous de choisir quel personnage dans lequel vous allez rentrer va vous satisfaire. Et vous allez choisir votre choix de vie en fonction de ça. Et c'est en fonction à la fin de la BD qu'on découvre si on a... Chut. Ah oui, bien sûr, si on a fait le bon choix ou pas. Merci beaucoup, monsieur. Il ne faut pas nous spoiler, surtout puisqu'il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas encore lu cette bande dessinée, Ces jours qui disparaissent. Timothée Le Boucher, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc, Lubin, ce jeune acrobate, on le voit d'ailleurs, vous étiez en train de le dessiner, là. C'est Lubin avec ses cheveux blancs, normalement, c'est ça. Il va se passer quelque chose. Il va vivre un jour sur deux. D'où vient cette idée de Lubin? Alors l'idée à la base elle est venue quand je sortais de mon école où j'avais fait les Beaux-Arts à Angoulême, mais je ne savais pas si je devais me lancer dans la bande dessinée. C'est ce que j'avais réellement envie de faire, mais j'étais confronté un peu à des enjeux financiers où les gens me disaient que forcément c'est un peu difficile de vivre de la bande dessinée. C'est comme si à ce moment-là j'avais deux avenirs. Et est venue l'idée d'un personnage qui vit un jour sur deux, l'un qui prend une direction et l'autre qui prend la direction pragmatique et l'autre la direction plus rêveuse, on va dire. Donc c'était vraiment comme un choix de vie à ce moment-là pour vous. Alors c'est vraiment le départ de l'histoire en tout cas, et après ça a évolué pour donner cette histoire-là précisément. Alors on ne parle pas là, dans cette bande dessinée qui est extraordinaire, il faut le rappeler, qui a eu notamment le prix des libraires, on ne parle pas de schizophrénie mais plutôt de troubles dissociatifs, c'est ça? Alors pas tout à fait. En fait, le parti pris est vraiment fantastique. Après, comme à l'intérieur de la bande dessinée, il y a des psychologues et des psychiatres qui interviennent. Et en fait, ils essayent de rationaliser l'événement fantastique et du coup parlent de TDI, troubles dissociatifs de l'identité. Avec donc deux personnages qui, quelque part, ont deux visions de la vie totalement opposées, différentes. Oui, c'est ça. Donc le héros, celui qu'on suit, le principal, lui, il veut être acrobate. Il est assez hédoniste, assez naïf. Et son double... en tout cas qui commence à prendre sa place un jour sur deux, lui est plutôt pragmatique, il a envie d'être bien vu dans la société, il fait d'autres types de choix en fait. C'est vraiment une confrontation entre deux idéologies sans essayer d'être pour autant manichéen dans la vision, il n'y a ni bon ni méchant, c'est juste deux manières de voir le monde différemment. Vous avez quoi, 29, 30 ans 29. 29, pas encore 30 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce succès comme ça qui vous est arrivé en début? C'est votre troisième BD. Oui, c'est mon troisième. C'est vrai que c'est assez fou. En fait, moi, je m'y attendais pas du tout. Je suis assez impressionné par ce qui se passe. Et au moins, là où je suis content, c'est que potentiellement, ça peut appuyer un peu mes prochains albums et du coup me donner plus de sûreté dans la carrière d'auteur de bande dessinée. Il n'y a pas la peur du prochain album, justement, de faire moins bien? Ça, c'est vraiment une appréhension. Mais après, je me dis... on verra, je donne mon maximum pour le prochain album et on verra si ça fonctionne ou pas à ce moment-là. Alors votre dessin va puiser notamment dans le manga également, c'est une de vos sources d'inspiration? En fait, je pense que j'ai une manière de travailler assez hybride où je m'inspire à la fois du manga, à la fois du franco-belge, à la fois du comics plus indépendant. Et c'est vrai qu'au final, je pense qu'il y a des influences qui se ressentent, qui font un genre de mélange un peu graphique comme ça. Et on le sent avec des pauses notamment, des bulles sans texte qui permettent vraiment de s'imprégner avec ces pastels, cette douceur aussi. Est-ce que ce contact aujourd'hui et depuis plusieurs mois avec les lecteurs est important et est-ce que ça vous soutient? Oui, c'est vrai que c'est assez fou. En fait, mon album est sorti en septembre et depuis septembre, c'est vrai que je fais beaucoup de tournées de dédicaces en librairie, en festival et c'est vraiment étonnant d'avoir le retour des personnes. C'est super touchant. Une fois à Angoulême, il y a quelqu'un qui est venu et qui a eu le temps, parce qu'il y avait beaucoup de queues à Angoulême, pendant 1h30 il a lu l'album et au moment où il arrivait pour la dédicace, il s'est mis à pleurer devant moi tellement il avait été touché par l'album et ces moments-là ils sont assez incroyables. Ça lui parlait en fait. D'imaginer qu'un album puisse toucher comme ça les gens. C'est vraiment une très très belle réussite jusqu'au bout, cette bande dessinée vous tient vraiment à haleine. On va pas dévoiler bien évidemment le twist final, un roman graphique, c'est pas une série. J'ai cru ouïr qu'il y aurait peut-être une adaptation ou pas?
Oui, alors en tout cas, il y a des projets, il y a eu pas mal de producteurs qui ont été intéressés par le projet et c'est vrai que là, c'est en train d'être signé, mais je peux pas en dire plus parce que enfin, j'ai pas le droit de trop d'en dire plus en fait. D'accord. En tout cas, c'est une belle bande dessinée aussi sur le temps qui passe, hein, les amis qui s'éloignent. C'est vrai que c'est une des thématiques qui est venue au fur et à mesure de l'album à cause de la manière dont la structure narrative est créée, où en fait, au bout d'un moment, le temps passe de plus en plus vite et les amis disparaissent. Enfin, parce qu'en fait, c'est comme dans la vie, quand on s'éloigne en ville, nos proches, on les voit de moins en moins et on apprend des choses qui étaient importantes à la base. Du coup, comme on est éloigné, vraiment, on a l'impression de perdre un peu tout ça avec ses proches. C'est le temps qui passe. Merci beaucoup, Timothée Le Gaucher. Et Anaïk, on vous retrouve tout de suite avec une Debré que nous ne connaissons pas. Bah oui, tout à fait. C'est un premier roman qui s'est beaucoup fait remarquer à sa sortie. Ça s'appelle Playboy chez Stock et c'est signé Constance Debré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Roman largement autobiographique, on peut le dire, sur votre parcours. Avocate, petite fille et nièce de ministre, mais aussi fille de parents toxicos, comme vous l'expliquez, lesbienne assumée. Pourquoi on se dit à un moment, je vais écrire un livre sur moi, sur ma vie? La première chose, c'est qu'on veut écrire. Ensuite, pour ma part, j'ai voulu faire quelque chose de très direct, de toute façon, voilà, dans la langue, mais finalement aussi dans la forme. Et donc, choisissons la chose la plus directe qui soit, plutôt que de se dédoubler en des personnages, et choisissons le jeu. Et à partir du moment où on choisit la première personne du singulier, et quand bien même on prend des vrais morceaux de sa vraie vie, pour essayer de faire un livre, on s'aperçoit que le jeu, c'est un cliché mais qui est vrai, devient un personnage, devient autre. Et donc on peut toujours parler à la première personne, on peut toujours essayer de dire le plus vraiment, le plus directement, à la fois les événements mais aussi les sentiments qui vous ont traversé. De toute façon, on est nécessairement autre. Ah, c'est un livre qui est parfois très cynique, avec un style hyper tranchant sur le couple, sur la sexualité, sur les classes sociales aussi. On a beaucoup relevé ce passage hein. Dans la presse, vous dites « Je suis riche, elle est pauvre, c'est pour ça que je vais gagner, c'est obligatoire, les riches gagnent toujours et les pauvres crèvent toujours ». Vous le pensez toujours donc? Alors, vous ne citez que le début, oui, où j'explique que le sentiment d'être riche, le sentiment des classes sociales dépasse très largement la question de la richesse. Parce qu'en l'occurrence, ce jeu, ou moi si vous voulez, c'est un riche pauvre. Oui, je crois que les classes sociales, quelque chose dont on parle parfois beaucoup et parfois peu, et qui nous imprègne tellement, qu'elle nous imprègne aussi jusqu'aux histoires d'amour, dans l'intimité, jusqu'aux histoires d'amour, jusqu'à éventuellement nous attirer ou nous repousser. Et c'est quelque chose que je voulais dire, puis c'est aussi un livre sur la violence, enfin en tout cas qui est traversé de violence. Voilà, c'est le métier de la narratrice qui est pénaliste. La violence des histoires d'amour, la violence de tout arrachement. Et bien sûr qu'il y a dans ces questions de classe sociale que parfois on tait, et ça je n'aime pas qu'on les taise parce que ça participe de la violence de nos relations. Alors, je trouve passionnant. La famille Debré, vous en parlez aussi dans ce livre, un peu cul serré dites-vous, mais que j'aime bien. Vous écrivez « Un rien les effraie, un rien m'ennuie, c'est la différence entre eux et moi, une chance pareille, j'en reviens pas ». Est-ce qu'ils ont lu votre livre? On doit vous demander beaucoup cette question. C'est à eux qu'il faut poser la question, pas moi. Vous le savez ou pas? Pour certains, oui, je pense. Ouais. Est-ce que vous aviez déjà écrit ce livre au moment où a éclaté l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo, tout ce courant féministe qui a submergé les sociétés occidentales ces derniers mois? Non, je l'ai écrit avant. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez justement de ce qui est en train de se passer? Écoutez, non, je n'ai pas de propos général, définitif à dire sur le sujet. On verra bien. Je pense que c'est des choses très profondes. Hein, c'est un progrès en tout cas. Certainement. Comment les lecteurs vous parlent de votre livre sur ce salon? Quel est l'échange que vous avez avec eux? Comment ça se passe? C'est toujours très intéressant. Je crois qu'un livre n'existe pas tant qu'il n'y a pas de lecteur. Bon. Et c'est très intéressant de voir que c'est toujours pareil, plus on est singulier,
plus on arrive à toucher finalement quelque chose d'universel. En tout cas, c'est le pari de la littérature, je crois que c'est comme ça que ça marche. Et quand on sent qu'on a touché l'autre, bon, on se dit « Ah, j'ai réussi quelque chose ». Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ils sont touchés à des endroits différents. Et encore une fois, même si c'est aussi un livre sur l'homosexualité, ça touche absolument tout le monde. Parfois avec une langue très directe, très cash, très crue. Et ben, je touche des gens qui n'ont pas cette langue. Donc oui, c'est une des grandes expériences du livre. C'est ce qui se passe après avec les lecteurs. C'est essentiel. On va vous laisser aller retrouver vos lecteurs. Merci beaucoup, Constance Debré, d'être passée sur notre plateau. On va tout de suite retrouver Martial. Martial, vous êtes avec un écrivain qui voyage, mais qui a les pieds en Creuse, si je ne me trompe pas. Tout à fait, Anaïk, et on circule d'ailleurs beaucoup mieux quand on est à l'intérieur des stands que dans les allées. On va retrouver Antonin Varenne. Il est né à Paris, il vit en Creuse, mais il a très souvent la bougeotte. Antonin, bonjour. Bonjour Martial. Un éternel voyageur avec Équateur. Donc Équateur, c'est la suite d'un très bon bouquin qui s'appelait 3000, qui s'appelle toujours 3000 chevaux vapeur. Et là, on est donc à la fin du 19e, c'est ça? Oui, 1872, donc quelques années après la fin de la guerre de sécession dans le Nevada. Et alors, on ne reste pas que dans le Nevada, puisqu'on va descendre jusqu'à l'Équateur, en Amazonie. Oui, avec donc Pete Ferguson, qui est un ancien déserteur justement de la guerre de sécession. Meurtrier aussi. Soupçonné de meurtre, en tout cas, et qui doit prendre la fuite, qui vit dans un ranch du Nevada, et qui prend la fuite direction le sud. Et au début de son voyage, il rencontre un vieux chasseur de bisons qui lui parle de ce lieu un peu étrange, onirique, utopique d'un Équateur où le monde s'inverse, où les pyramides tièdent sur leur pointe. On est à l'envers en fait, exactement, c'est ça. Un endroit où tout s'inverserait. Et Pete, qui est à la recherche d'une autre vie, d'une vie nouvelle, il reprend à son compte le rêve de ce vieux chasseur de bisons. Alors c'est étonnant parce que justement, ce héros que vous décrivez, dont on suit les péripéties dans tout Équateur, eh bien ce héros, c'est un anti-héros et pourtant on s'y attache sacrément. Ah bah ça c'est la figure de l'anti-héros dont on sait pertinemment que désormais les anti-héros sont des héros. C'est dû à quoi ça d'ailleurs? Je sais pas, je pense qu'on aime bien les... finalement il y a deux façons de s'identifier, j'imagine, à des personnages. Soit ils sont idéaux et on se projette à travers un personnage idéal auquel on voudrait prêter, dont on voudrait s'approprier les vertus. Ouais, un transfert. Ou alors finalement on peut aussi s'identifier à des personnages qui ont plutôt des failles, qui sont des humains plutôt fragiles ou imparfaits comme nous le sommes. C'est ça, il y a vraiment une grande humanité dans ce personnage de Pete Ferguson. C'est pas évident de vous définir. Alors avant, vous faisiez plutôt pas mal des polars, donc on arrivait un petit peu à vous caser, si je puis dire, même si je sais que vous n'aimez pas les cases. Mais là, avec Équateur, on est dans un roman, ça c'est sûr, mais alors, on est dans le polar et dans un roman picaresque, d'aventure. Alors moi, c'est une évolution naturelle. C'est vrai que bien évidemment, donc j'ai pas du tout envie qu'on me colle une étiquette, parce que je revendique la liberté de choisir les livres, de donner à mes livres les formes qu'ils veulent prendre. Il y a des moments même, on peut penser à Jack London, Conrad. L'étiquette de roman d'aventure est devenu, alors comme c'est un genre qui se pratique quasiment plus, c'est un peu vieillot. On pense plutôt effectivement au Jack London, à Stevenson, et du coup le terme de roman d'aventure permet d'assembler toutes ces différentes influences comme le polar, le roman noir, et le drame humain, le destin, les destinées torturées. En tout cas, ce roman d'aventure, vous le réinventez vraiment. Alors que ça soit avec Équateur ou 3000 chevaux vapeur, j'ai cru comprendre que vous ne restez pas en Creuse. Vous vous promenez un petit peu, vous faites comme Caril Ferré, vous vous promenez dans le monde entier. Oui, on sort d'une table ronde sur la question des écrivains voyageurs. Alors moi, je fais attention à ne pas trop mélanger mes voyages et l'écriture parce que
parce que quand je voyage, voilà, je mets de côté l'écriture, Ouais, je vis ça mes vous voyages. imprègne quand Et même. ensuite ça devient un matériau d'écriture, mais que j'aime bien mettre à distance. C'est-à-dire je n'aime pas écrire immédiatement après un voyage directement sur les pays où je me suis déplacé. Donc voilà, il faut laisser le temps au souvenir de voyage d'infuser, la maturation, de en fait. décanter. Voilà. Et alors, comme vous vivez aussi en Creuse de temps en temps, ça vous dirait de faire un roman picaresque en Creuse? Et j'ai fait un roman, qui était un roman noir, un roman policier qui Ouais, s'appelait c'était un polar. Battu. Ouais. Et là, j'étais vraiment le point de départ, c'est, je me suis dit bon, alors au lieu de parler constamment de grands ailleurs, j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau et j'ai dit ok, commence à écrire sur ce que tu vois. Et je voyais un champ avec un troupeau de limousines et je suis parti donc voilà sur un roman policier qui se passait en Creuse. La suite d'Équateur, bientôt, ça sera comme une forme de trilogie. On retrouvera Pete Ferguson ou pas du tout? Alors, c'est une trilogie informelle. C'est-à-dire que je ne voulais pas non plus m'obliger à une récurrence de personnages. Mais j'ai eu envie de continuer l'univers. Et donc, il y a des personnages nés des livres précédents qui vont continuer leur aventure à Paris pendant l'exposition universelle de 1900. Oh là là, ça donne envie. Dès que ça sort, je l'achète et je le dévore. Comme vos précédents livres, Antonin Varenne, merci beaucoup. Merci Naïk, écrire sur l'ailleurs, c'est aussi le credo du lauréat du prix Régine de Forges que vous recevez, Maïr Guven. Absolument, Martial. Maïr Guven, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le lauréat du prix Régine de Forges 2018 pour ce livre, Grand Frère, paru chez Philippe Ray. Un premier roman donc, qui était aussi en compétition pour d'autres prix d'ailleurs. Oui. Et c'est le récit alterné de deux frères franco-syriens. Donc le grand frère est chauffeur de VTC en France, alors que son père est taxi. Ça donne lieu à quelques scènes assez savoureuses. Et puis l'autre est infirmier. Et donc dès le début du livre, on sait qu'il part en Syrie. On peut difficilement faire thème plus chaud, entre guillemets. C'est ce que vous vouliez? Oui, je voulais parler de notre époque. Je voulais raconter une intrigue familiale, une histoire universelle, mais dans l'époque, dans la France d'aujourd'hui, voilà. C'est extrêmement documenté, notamment sur le côté syrien, sur ce qui se passe là-bas. Comment vous avez travaillé? Vous avez rencontré des gens? Vous y êtes allé vous-même? Non, malheureusement, en Syrie, on ne peut pas y aller, Oui. sauf avec un visa journalistique, et encore, c'est très compliqué. Mais j'ai utilisé les outils du journalisme que vous connaissez aussi bien que moi, Oui. voire mieux que moi. Aujourd'hui, grâce à Internet, une grande partie des gens qui sont partis écrivent via des blogs, racontent, et donc du coup, j'ai pris des risques inconsidérés à l'époque où notre ancien Premier ministre disait que... Ah oui, vous avez été sur des sites un peu limites. Ce n'est pas de limite, ce sont des sites, c'est public, mais on voulait nous restreindre notre liberté d'accéder à ces informations. Or, en fait, pour écrire un roman, on ne fait rien de mal, on consulte. Il faut bien décrire la réalité aussi via la fiction. Du coup, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur, que j'ai mis ce site, une enquête pour écrire un roman. Comme ça, vous étiez tranquille. Oui. On dit souvent qu'on met beaucoup de soi dans un premier roman. Vous, en quoi cette histoire résonne avec la vôtre? C'est juste sur le thème de l'identité où ça résonne avec la mienne. Pour le reste, je ne suis pas djihadiste, je ne suis pas parti en Syrie pour rejoindre une guerre. Je ne suis pas chauffeur de taxi privé. Voilà, donc c'est plus le thème de l'identité. Il y a un travail sur le vocabulaire qui est extrêmement intéressant. Vous avez un glossaire à la fin du livre pour faire découvrir ce vocabulaire énergique et vivant d'une partie de la jeunesse. Alors, il y a de l'anglais, de l'espagnol, de l'arabe, du verlan. Question de crédibilité aussi, de vouloir être le plus réaliste possible. Oui, en fait, je pense pas qu'on puisse rendre crédible un personnage de chauffeur de taxi qui a 30 ans, enfin chauffeur de VTC, qui parle au passé simple et à l'imparfait. Oui, donc il fallait le faire parler dans son jus. Et tous les gens de moins de 35 ans connaissent cette langue qui est née en banlieue, mais que toute la jeunesse s'est appropriée. Même les parents maintenant connaissent. Même mon cher éditeur que j'adore m'envoie des petits textos maintenant en disant salut mon Ray, ça va ou bien, etc. Donc vous voyez, et c'est même étudié à l'université, cette langue des banlieues, on appelle ça le français courant des cités. Voilà. Ah, vous étiez jusqu'à peu au sein du magazine La Revue Le 1, qui traite chaque semaine un seul thème à travers le regard d'artistes, d'intellectuels. Vous avez toujours voulu écrire. Aujourd'hui, vous allez faire que ça? Ouais, j'ai travaillé 4 ans au sein du 1. Dans une époque très compliquée pour la presse papier, on a réussi à faire vivre ce journal. Faut le soutenir, il a ce plus journal. de 20 000 abonnés.
15 000 acheteurs en kiosque et en librairie. C'est un journal qui est devenu rentable grâce à Eric Fotorino, à la qualité de ce qu'il fait, à ses convictions. Bon, une fois que c'était fait, moi je voulais me consacrer à la création littéraire, à écrire un autre bouquin. Donc j'ai préféré passer à autre chose et je suis ravi que ça ait marché. Voilà. Alors ce prix Régine Deforges qui vous a été remis vendredi soir, c'est important pour vous. Votre maman est venue de Turquie pour assister à la remise du prix. Ça veut dire quelque chose, ça? Oui, c'est un parcours pour elle. Moi je suis très heureux à titre personnel parce que j'étais pas sûr que ce texte serait reconnu. En tout cas, je ne l'ai pas écrit pour qu'on m'aime ou pour qu'on l'aime, mais ça me donne confiance pour la suite de continuer comme ça, à aller sur des choses un peu différentes. Vous travaillez sur le prochain déjà? Ouais. Ça sera sur quoi? C'est un homme qui se réveille dans un monde dirigé par les femmes. Ouais, super intéressant. On en a parlé avant vous dans cette émission. Oui, j'ai entendu. Ouais. Merci beaucoup Mayer Guven d'être venu sur ce plateau. Encore félicitations pour ce prix Régine Deforges. On va retrouver Martial maintenant qui est en compagnie du régional de l'étape. C'est ça Martial? Mais oui, tout à fait Anaïk, avec notre poupou national éternel second, mais premier dans le cœur des Français et des Limousins qui viennent ici à lire à Limoges. Raymond, c'est une manifestation dont vous êtes vraiment un habitué. Oui, bien sûr. Je suis le régional de l'étape. Ça fait plusieurs années que je viens à ce salon du livre. Bon, comme vous voyez, malgré un temps incertain, il y a beaucoup de monde ce samedi après-midi. Et puis la vente se passe bien, quoi. Alors dimanche aussi, donc avec le contact, le public. Là, on le voit, en arrivant ici, les gens se bousculent, ils viennent vous voir, ils sont toujours là pour vous. Ah, moi, j'ai beaucoup de contact avec le public. J'aime la présence du public. Bon, je suis habitué. C'est-à-dire, beaucoup de gens viennent me voir. Quelquefois, ils ont la larme un peu à l'œil, puisque ce sont des gens qui m'ont encouragé pendant toute ma carrière. C'est des souvenirs. Et qui n'ont pas pu m'approcher. Parce que vous savez, dans le Tour de France, il y a tellement de monde, le public ne peut pas approcher, surtout maintenant, avec des barrières qui sont énormes et tout. Mes premiers Tours de France, c'était plus facile. Il y avait 200 mètres de barrière à l'arrivée de l'étape, et puis on était livré au public. Alors pour les coureurs, c'était plus dur. Alors il y a eu pas mal de bouquins qui sont sortis bien évidemment sur vous pendant toutes ces années. Le dernier, on apprend tout. Il y a la naissance en Creuse, les courses, bien évidemment, Louison Boubet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault. Est-ce que tout y est dans ce livre, tout votre parcours? Le dernier avec la collaboration de Verret, il est formidable. Puisque il a remonté des archives de ma plus tendre enfance. Lorsqu'il m'a présenté tout ça, naissance en Creuse. En Creuse, oui, toute ma jeunesse, je l'ai passée en Creuse. Là c'est Saint-Léonard de Noblat après, mais la jeunesse, c'est la Creuse. Des choses extraordinaires. J'ai appris des choses. C'est vrai, sur vous-même? Sur moi-même. Que vous aviez oublié, que j'avais oublié, puisque lui, il a fait des recherches pendant 12 ans. Et comme il a toujours été dans la région... Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, alors? C'est surtout ma jeunesse, en détail et tout. Puisque, à ce moment, il y avait des articles qui avaient été faits, que j'avais 7 ans, Poulidor dans la résistance à 7 ans. Incroyable. Qu'est-ce que vous faisiez? Lorsque j'étais en Creuse, vous savez, c'était pendant la guerre, il y avait les maquisards. Mais malgré toutes les atrocités qu'il y a eu dans le pays, nous n'avons pas connu ça. C'était les forêts et tout. Et les jeunes, ils me connaissaient, les maquisards. J'avais 7 ans. Et on transportait les fusils mitrailleurs sur l'épaule, les grenades et autres. Incroyable. C'était même de l'imprudence. À 7 ans, oui, forcément. Alors, après toutes ces années de carrière, quel recul vous avez sur cette extraordinaire carrière professionnelle? Ce qui est le plus surprenant, je viens de fêter, comme tout le monde le sait, mes 82 ans. Même les jeunes me connaissent, puisque c'est une institution, Poulidor. Et des fois, je réfléchis, mais je me félicite de ne pas avoir gagné le Tour de France. Puisque maintenant, celui qui fait deuxième au concours de boules, c'est le Poulidor. C'est le Poulidor. C'est vrai. Alors, il y a quand même eu 8 podiums. Alors on parle toujours de Poulidor, on veut le connaître. Mais qui c'est ce Poulidor? C'est un artiste, c'est un gars qui fait du cinéma, c'est un écrivain, alors on veut me connaître. C'est toujours Raymond Poulidor, notre poupou, avec cette popularité toujours extraordinaire. Merci beaucoup Raymond. Merci à vous. Merci encore. Et donc on change de braquet, pourrais-je dire, presque au terme de notre émission avec les coups de cœur, Anaïk.
Ben oui, Martial, c'est très joli ce que dit Raymond Poulidor sur le fait de redécouvrir sa jeunesse. Je vous attends, je sais que vous allez me rejoindre dans un instant. En attendant, je cours, je vole. On va faire, donc vous le disiez, les coups de cœur. Alors mon coup de cœur à moi, vous l'avez peut-être vu si vous avez vu notre journal de samedi midi, c'était notre invité Caril Ferret. Pour l'ensemble de son œuvre, des romans noirs politiques où la critique sociale et le chaos sont omniprésents. C'est un écrivain qui a la rage d'écrire. Son dernier roman, vous le voyez, ça s'appelle Plus jamais seul. On y suit son héros récurrent, Macache, un ancien flic borgne, breton, père malgré lui d'une ado de 14 ans. On y découvre notamment la réalité du trafic humain en Méditerranée et c'est assez terrifiant. Et puis un autre livre de Caril Ferret que je vais vous montrer ici, qui est Pourvu que ça brûle. C'est un titre qui lui correspond tout à fait. Tout à fait. C'est le thriller engagé. On y découvre la façon dont il voyage et dont il écrit en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Jordanie, au Chili. Un carnet de route très très rock. Martial, c'est à vous pour les coups de cœur. Et Dieu sait qu'on aime le rock ici. Hein. Ouais, surtout voilà. vous. Bon, alors, on a une petite pensée pour François Clapeau, oui. qui n'est pas sur ce salon parce qu'il a d'autres choses à faire, il est très occupé, mais qui est notre collègue et qui est aussi un excellent auteur de polar. De polar, tout à fait. Eh bien, moi, j'ai un coup de cœur. Hein. Oui. D'ailleurs, ce livre, eh bien, il avait pu concourir aussi au prix Régine Deforge, hein, comme premier roman. Timothée de Fombelle, donc écrivain dramaturge. Et bien, il avait jusqu'à présent écrit des romans, surtout pour le jeune public. Et Neverland, c'est son premier roman pour adultes, mais où l'enfance est toujours là. Donc ici, bien tapis en chacun de nous, un livre d'aventure, de mémoire, à la recherche de ce temps qui n'est pas forcément perdu, Anaïk, une plongée dans l'enfance. Donc c'est à lire. J'ai pas pris mes lunettes. On a le temps de lire un extrait oui, bien ou pas sûr. Ouais. Allez-y, un petit extrait pour finir, c'est toujours bien okay, bon, on de va lire essayer, à la alors. télévision, ça fait plaisir. On a du temps. Bon, alors on va... Allez-y. Vous voulez que je le lise, non? Non, ça devrait aller, merci, c'est très gentil, vu mon grand âge. Alors, l'enfant est une île, il ne sait et ne possède rien, il devine des forces immenses sous les bandelettes qui serrent son corps. Pour lui, le lendemain n'existe pas, le passé a déjà disparu. L'enfant commence par être cet instant suspendu, désarmé, qui jaillit comme un bouchon au milieu de la mer et regarde autour de lui. C'est pas poétique, ça? C'est beau quand vous lisez, Martial. Je vous écouterai pendant des heures. D'accord, ça Il marche. est là, il est à lire à Limoges, Timothée de Fombelle. Vous pouvez aller le rencontrer si vous souhaitez. Merci beaucoup, Martial, d'avoir passé cette heure en ma compagnie. On a parlé de livres et c'était vraiment formidable. Les conférences continuent cet après-midi sous le chapiteau. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis de la réaliser. Merci à la rédaction de France 3 Limousin. Merci aussi à la mairie de Limoges, à Linda pour l'accueil. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet, sur notre page Facebook. Tout de suite, vous allez retrouver Christophe Baudin pour le Flash Info. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. On se retrouvera dimanche prochain pour un nouveau numéro de Dimanche en politique à l'horaire habituel, 11h30. On parlera de mai 68. À bientôt.